La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie sans vraiment y faire attention tant il nous est familier, mais c'est quoi au juste la famille? Jérôme Courduriès et Agnès Martial répondent à la question. Ils sont les invités du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, dans la foulée d'une actualité qui est celle du SIDAction avec un C, qui lance SIDAction avec 3X, sidaction.fr, un nouveau site internet. Et puis rendez-vous en fin d'émission comme chaque semaine avec Marie-Olivier, un cours particulier aujourd'hui consacré à Églantine Djeb, l'initiatrice inspiratrice de la Déclaration des droits de l'enfant qui a 100 ans cette année évidemment, la déclaration, pas Églantine Djeb. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Agnès Martial, Jérôme Courduriès, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir tous deux. Vous êtes anthropologue, membre de l'équipe du Centre d'anthropologie sociale au sein du laboratoire LIS, qui est un laboratoire rattaché à l'Université de Toulouse, et vous co-signez chez CNRS Éditions La famille à l'œil nu, qui est un voyage à la fois dynamique, contrasté, instructif dans cette contrée qu'on croit tous connaître, la famille. En vous lisant, on se convainc assez vite qu'on ne la connaît pas si bien que ça, et d'ailleurs, je devrais commencer en disant qu'on ne la connaît pas du tout, la famille, parce que vous le dites dès l'intro, partout, à chaque époque, la famille change et se réinvente, je devrais dire les familles d'une certaine manière. Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est-à-dire qu'on a tous une image de la famille qui correspond à une expérience assez intime, assez personnelle, et qui relève spontanément comme ça d'une espèce d'évidence. Et ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage, c'est d'abord que la famille, en fait, ça n'existe pas. Il faut toujours avoir en tête que ce terme-là recouvre une grande diversité de formes et qui varie selon les époques, selon les sociétés. Et au sein même de notre société, la famille aujourd'hui est extrêmement diverse. Alors, vous l'approchez en anthropologue que vous êtes, parce que ce qui vous passionne, c'est que la famille est révélateur des changements sociaux aussi. Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de facteurs que nous examinons dans le livre. On ne peut pas les examiner tous, évidemment. Non, il faut faire des choix. C'est ça. Donc, on s'intéresse particulièrement aux points de rencontre entre les modifications du système de genre, des rapports entre hommes et femmes et entre les sexualités au sein de notre société, de nos sociétés, je devrais dire, puisque bien sûr, d'autres pays que la France sont également concernés. On s'intéresse aussi aux points de rencontre entre l'émigration et la famille, puisque lorsque des personnes sont en situation de migration à l'intérieur des frontières d'un même pays ou alors évidemment entre deux continents, évidemment ça impose fait bouger plein de choses, des aménagements familiaux. Absolument. Il y a une grande diversité, vous la décrivez dans les règles de filiation, parce qu'on dit la famille, on dit on va au moins se mettre d'accord sur qui sont les enfants, etc. Et en fait même ça c'est pas super simple, il y a des rituels pour établir la paternité, des façons de nommer, de répartir les rôles parentaux qui ne sont pas les mêmes selon les époques et selon les pays. C'est ça. On oublie souvent que le fait de passer par l'état civil, de dresser un acte de naissance, c'est quelque chose qui en réalité ressemble pas mal à des rituels qui ne sont pas écrits dans d'autres sociétés. Et ces formes rituelles très très diverses, qui sont là pour établir la paternité ou la maternité, nous disent deux choses. Elles nous disent d'abord que le fait de mettre au monde un enfant et de le concevoir, ça ne suffit pas pour faire de soi un parent. Et ça nous dit également que l'établissement de la paternité ou de la maternité passe par une validation du reste de la société, par le regard des autres. Voilà ce qui me semble être le point commun entre ces diverses formes de reconnaissance de la filiation. Oui, et puis on insiste aussi sur le fait que la filiation telle qu'on la connaît dans notre société, elle n'est pas universelle. Et que dans d'autres sociétés, dans d'autres systèmes de parenté, on peut être rattaché par la filiation, soit seulement au groupe de ses parents maternels, soit seulement au groupe de ses parents paternels. Que donc la famille ou tout ça, c'est pas une évidence. C'est une construction sociale et politique, en fait. Pas seulement une construction politique, sociale, culturelle, et ça ne relève jamais seulement de liens naturels. Dans ce qui est une construction aussi, il y a le mariage qui a beaucoup bougé ces derniers temps, et ça vous venez sur les nouvelles façons de se marier, qui était historiquement, écrivez-vous, une institution centrale pour comprendre l'évolution des rapports de genre et qui pendant des années a déterminé les destins féminins.
Oui, alors on s'est dit que raconter l'histoire du mariage, c'était une bonne façon de raconter l'histoire de la famille, parce que c'est une institution effectivement qui accompagne la famille, qui a même été au centre en fait de toute l'organisation, à la fois d'un système familial, politique de notre société. Et en racontant cette histoire, on peut faire l'histoire des rapports de genre, c'est-à-dire d'une époque où les relations entre l'époux, l'épouse étaient profondément hiérarchisées et inégalitaires pendant des siècles en fait dans notre société. Jusque finalement à la fin, au dernier tiers du XXe siècle, où les choses commencent à bouger et où ces changements s'accélèrent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore en cours, il faut quand même le dire. Tout n'est pas fait. Ils sont loin évidemment d'être terminés. Et donc c'est en revenant sur cette histoire qu'on essaie de raconter aussi ce processus d'égalitarisation qui n'est pas effectivement, qui est loin d'être abouti encore. On se marie néanmoins de moins en moins, mais on se marie dans l'espoir de vivre un beau moment public. Il faut que ce soit le plus beau jour de sa vie. C'est plus seulement un acte, pour le coup, administratif, un papier qu'on signe à la mairie. Oui, alors là, on a effectivement repris les travaux d'une sociologue qui s'appelle Florence Maillochon, et qui décrit effectivement de quelle façon le mariage est aujourd'hui devenu une sorte de performance, un spectacle qu'il faut absolument réussir. C'est ça, réussir son mariage. Pour se souvenir toute sa vie finalement de ce moment qui doit être absolument exceptionnel. Et puis dans 50% des cas, ce sera par un divorce. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ce qu'elle montre et qui est très intéressant, c'est qu'il faut à la fois organiser le moment le plus singulier possible, celui qui nous correspond le plus intimement. Mais pour ce faire, finalement, les couples se tournent vers tout un ensemble de manuels, de guides, etc., qu'ils trouvent notamment sur Internet. Et ça finit par homogénéiser un petit peu les choses. Et donc, ce grand moment est un grand moment, mais ce sont des grands moments qui se ressemblent un peu, malgré tout. Il y a beaucoup de moments charnières dans l'histoire que vous racontez. Quand vous retracez l'histoire, si on regarde sur l'histoire contemporaine, il y a quand même quelque chose qui démarre dans les années 70 et qui va avoir plein d'effets avec les mouvements féministes, parce que ça va à la fois amener au Pax, ça va amener à une réinvention d'une certaine manière du mariage, ça va amener à la PMA. C'est vraiment une grande bascule, les années 70. Oui, dans les années 70, ça n'échappe à personne. Le féminisme est passé par là. Alors, même s'il n'a pas entraîné dans tous les champs de la vie sociale, ni dans tous les pays les mêmes résultats, il a tout de même imposé la nécessité, pour ce qui est de la France et d'un certain nombre d'autres pays occidentaux, d'imposer de façon progressive l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le disait Agnès à l'instant. Et par ailleurs, dans le sillage de cette égalitarisation croissante des sexes dans le mariage, eh bien d'autres revendications ont trouvé voix au chapitre. Je pense évidemment en particulier à la reconnaissance des couples de même sexe. Et ça signale une chose importante qui peut être contre-intuitive. C'est-à-dire que certains commentateurs ou commentatrices ont eu l'habitude, pendant des débats compliqués sur ces questions, de considérer que finalement ça signait la fin de la famille. Et bien au contraire, ça signale que, y compris des personnes qui vivaient, pensait-on, en dehors de la norme familiale, cherchent aujourd'hui à y accéder. Donc au fond, ça raconte la solidité de l'institution. Ça rend compte, me semble-t-il, en tous les cas, d'une permanence de l'idée de famille et de l'idée de s'épanouir au sein du couple, d'un couple stable et reconnu, et dans la paternité ou la maternité. Oui. Alors ce qui laisse de côté évidemment d'autres façons plus marginales d'organiser sa vie, elles existent aussi. Quelles que soient ses formes et l'ampleur de ces métamorphoses, écrivez-vous, la famille demeure surtout pour la majorité d'entre nous un futur désirable. Le défi est alors de façonner un avenir commun dans lequel chaque enfant pourra grandir en sécurité auprès de ses parents de sang, de cœur ou de fait. On retrouve dans quelques instants cet ouvrage, cette question de la famille, et Jérôme Courderias et Agnès Martial. Ce sera juste après l'Anti-Sèche de Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'éducation, alors on dit affective, sexuelle, etc. aujourd'hui. Bon, tout ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle n'est pas faite de manière extrêmement vigilante. Alors vous, on va faire un petit peu une séance de rattrapage à l'occasion de la journée mondiale contre le sida, le SIDAction.
a axé sa campagne sur les questions d'accès à la pornographie. Tout à fait, un sujet d'actualité avec des affiches que vous allez pouvoir apercevoir et que vous avez peut-être vu justement sur le métro, dans le métro ou encore sur les arrêts de bus. 42% des garçons déclarent regarder justement des vidéos pornographiques pour en apprendre plus sur le sexe, et pour 60% des jeunes, le premier contact avec la pornographie se fait avant l'âge de 15 ans. On rappelle que c'est interdit dès l'âge de 18 ans. 50% des filles, 40% des garçons n'ont d'ailleurs pas utilisé de préservatif lors du dernier et lors du premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire sur les 12 derniers mois. Je vous propose justement de regarder, pendant que je parle, ce qu'a lancé l'association. Ça s'appelle SIDAction avec 3X. C'est un site internet qui vise à détourner en fait les codes, si vous voulez, des sites pornographiques que l'on peut connaître. Je vais en citer quelques-uns: Pornhub, YouPorn ou encore xnxx.fr pour voir quelques exemples. En gros, il y a plusieurs catégories: le consentement, la violence, la performance, l'égalité, l'orientation sexuelle et la protection. En fait, le SIDAction veut justement jouer sur ces différents codes et attirer. Je vous propose de regarder justement une vidéo pour mieux comprendre. Yo les mecs, ça va ou quoi? Je vous donne chaud, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous faire jouir. Non, c'est que du fake. Ce que vous voyez dans ce genre de vidéo, ce n'est pas ce que vous croyez. Dans la pornographie, on montre des corps musclés, des organes surdimensionnés, des peaux totalement épilées. Et ça, c'est pas du tout la réalité et ça peut vous complexer. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une performance, une mise en scène. Les acteurs porno prennent des médicaments pour bander plus longtemps et plus fort, et les actrices prennent des antidouleurs. Vous n'avez pas à ressembler à ces personnages. Chaque corps est différent et c'est ça qui est beau. Ce que vous voyez dans la pornographie, ce sont des fabrications, des fictions. Dans la réalité, même nous, on a rarement cette sexualité. Mais il y a d'autres moyens de trouver les réponses que vous cherchez. Le plus important, c'est de bien s'informer. Cette nouvelle campagne du SIDAction qui appelle à sensibiliser notamment à l'école. Et je suis allé justement aux locaux du SIDAction. J'ai rencontré Florence Thune, la directrice générale, et justement cette année, ils appellent justement l'école à sensibiliser sur cette question qui est la vie sexuelle. Écoutez. On sait qu'à l'école, on dispose d'une loi qui date de 2001 qui prévoit de faire 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Or, ces séances ne sont pas faites aujourd'hui pour les adolescents, pour les enfants de manière générale, parce qu'on a seulement que 15% qui ont eu à minima 6 séances d'éducation à la sexualité, donc c'est insuffisant. On sait aujourd'hui que l'école, en tout cas, tout au long de la scolarité, a un rôle important à jouer sur les questions d'éducation à la sexualité, qui comporte évidemment la question de la prévention du VIH. Mais on sait que la question du VIH, elle n'est qu'une partie de cette éducation à la sexualité, où on aborde effectivement, par exemple, les questions de consentement, d'égalité de genre, on parle des violences sexistes et sexuelles. Donc, dans l'éducation à la sexualité, l'école elle a vraiment un rôle important parce que dans les différentes disciplines qui sont abordées à l'école, on peut aussi aborder toute cette question-là auprès des jeunes. Et puis les jeunes, ils sont demandeurs là aussi, puisque selon une enquête IFOP pour le SIDAction, on a près de 75% de ces jeunes interrogés qui auraient voulu être mieux informés justement et accompagnés dans le début de leur vie affective et donc sexuelle. Toujours selon une enquête pour OpinionWay, cette fois-ci pour la Maison des Femmes en 2023, 90% des parents pensent nécessaire d'évoquer aussi avec leurs enfants ces sujets liés à la sexualité. Mais on sent que ça reste tabou, puisque pour 30% d'entre eux, ça reste encore difficile à faire à la maison. Ils ont peur de le faire. La ministre de l'Éducation nationale doit faire une déclaration à ce sujet, je crois, le 5 décembre. Effectivement, on suivra tout cela. Et pour recentrer, si vous le voulez bien, sur le sida, on va également rappeler les fondamentaux et notamment la différence entre le VIH et le sida. Écoutez Florence Thune. Le VIH, c'est le virus qui contamine les personnes lors d'une relation sexuelle non protégée, par exemple. Et le sida, c'est la maladie qui se développe lorsqu'on n'a pas accès à un traitement. L'immunité de la personne baisse, elle attrape un certain nombre de maladies qui sont graves et de plus en plus graves et qui peuvent conduire à la mort. Et dans ce cas-là, on parle effectivement d'un stade sida. Donc les personnes peuvent vivre avec le VIH sans avoir le sida, parce que grâce au traitement, justement, le virus se maintient sous cloche, on va dire. Par contre, quand on a effectivement le sida, on a forcément le VIH. Et puis en 2024, là aussi, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que nous en sommes concernant les traitements. Je vous propose une nouvelle fois d'écouter la directrice générale du SIDAction. Alors
Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis ces dernières années, effectivement, sur les traitements, et notamment depuis 1996, où sont arrivées ce qu'on appelle les trithérapies, qui ont vraiment changé la donne. C'est-à-dire que quand on a accès à ces traitements, on peut vivre avec le VIH, c'est-à-dire qu'on reste en bonne santé. Et en plus, la révolution importante depuis ces dernières années, c'est qu'on a découvert que ces traitements permettaient de ne pas transmettre le VIH. Donc on a un double effet, à la fois de rester en bonne santé et en plus de ne pas transmettre le VIH. On prend ces traitements à vie, encore aujourd'hui, donc ça c'est ce qui est important, on ne peut pas arrêter ces traitements, mais en tout cas effectivement il y a eu beaucoup de progrès. Et puis autre chose sur laquelle va falloir avancer, ce sont les idées reçues autour du VIH et autour du sida. Il y a notamment une baisse des bonnes informations qui sont transmises aux jeunes. Alors à la fois sur les modes de transmission ou de protection, puisque une partie des jeunes, quand on fait des sondages, estiment qu'on peut se protéger par exemple avec un paracétamol, un comprimé de Liprane, c'est inquiétant. Et par ailleurs, une partie des jeunes, on navigue toujours entre 20 et 25%, pensent qu'on peut être par exemple contaminé en embrassant une personne vivant avec le VIH. Or on sait que c'est pas du tout le cas. On est contaminé lors de relations sexuelles non protégées par un préservatif ou par des traitements, par du sang contaminé par exemple. Donc on connaît bien les modes de transmission. Et on a vraiment une inquiétude sur effectivement ces préjugés aussi qui persistent par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Alors avant d'abandonner le préservatif avec sa ou son partenaire, on n'oublie pas le dépistage. Vous allez dans les laboratoires, c'est gratuit, c'est pris en charge. Vous faites tout simplement une prise de sang, vous arrivez, vous demandez, et puis vous ressortez ensuite avec tout simplement le résultat afin de savoir si vous êtes oui ou non contaminé. Sachez qu'on peut vivre avec, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, on se protège, on pense tout simplement à se protéger, comme on dit, avant de sortir. Merci beaucoup Guillaume pour cette anti-sèche grand oral. La suite, Jérôme Courduriès, Agnès Marchal, anthropologue, membre de l'équipe du Centre d'anthropologie sociale du laboratoire LIST à Toulouse et qui co-signe chez CNRS Éditions La famille à l'œil nu. Il y a un autre changement considérable dans la famille, c'est qu'on vit plus longtemps et donc s'invite beaucoup plus qu'avant les grands-parents et beaux-parents aussi. Enfin, c'est les deux grands invités nouveaux, quoi. Beaux-parents parce qu'il y a de plus en plus de divorces et de familles recomposées, et grands-parents parce qu'on vieillit. Oui, alors les grands-parents, peut-être tout d'abord, effectivement, jouent un rôle de plus en plus important dans notre société. Et avec l'allongement, effectivement, du temps de la vie, ces figures parentales ont pris une place très importante. Et elles donnent un peu de sécurité aussi, parce qu'on est dans une période précaire. Exactement, c'est-à-dire que dans une période de crise aussi, et de crise économique notamment, ces grands-parents, ce ne sont pas seulement des figures parentales qui vont venir garder les petits-enfants et s'occuper donc... venir vraiment en aide aux familles de façon importante, ce sont aussi une ressource aujourd'hui pour les générations les plus jeunes et un appui qui est de plus en plus important, effectivement. Et alors les beaux-parents, alors pas les beaux-parents au sens des parents du conjoint ou de la conjointe, mais les beaux-parents dans un cadre de famille recomposée, nouveaux également grands invités, ça concerne pas mal de monde, je crois que c'est 9% les familles recomposées en France, environ, aucun statut. Alors, aucun statut. Effectivement, aujourd'hui... Légal, j'entends. D'un point de vue légal, non, il n'y a pas de statut beau-parental, effectivement, mais c'est très compliqué en même temps de mettre en place juridiquement un statut qui s'imposerait à tous de la même façon, qui créerait des droits et des obligations pour toutes et tous de façon univoque, parce que ce qui caractérise les familles recomposées, c'est aussi leur très grande diversité. Donc c'est vrai que arriver à traduire des relations juridiques entre les beaux-parents et les beaux-enfants, c'est important. Et on peut le faire, mais et ça existe déjà à travers tout un tas de dispositions juridiques, mais édicter un seul statut pour tout ça reste compliqué. Ça reste quand même très compliqué. Il y a tout un chapitre que vous avez choisi de consacrer à la fin de l'ouvrage aux violences familiales. Et là, on part de très loin quand même, parce qu'au 19e, corriger sa femme au besoin par la force, c'était considéré comme un droit, voire comme un devoir marital. En effet. C'est un chapitre qui nous a posé. C'est un chapitre qui nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'on voulait absolument aborder ces questions. Et en même temps, on s'est beaucoup interrogé sur la place à leur accorder dans le livre, dans l'économie générale du livre. On a décidé de terminer par là. C'est peut-être pas la note la plus positive sur laquelle on pouvait choisir de terminer le livre, mais ça nous semblait ça nous aurait semblé curieux que l'on noie la question des violences dans le propos général du livre, des violences faites aux femmes, mais aussi des violences faites aux enfants, évidemment. Dont vous parlez également. Dans le contexte social actuel où, on le voit, quand on s'intéresse aux faits de l'actualité, ces questions ont une prégnance absolument incroyable aujourd'hui. Donc,
effectivement, il ne s'agit pas de dire que ces violences sont nouvelles. Ces violences, elles ont probablement toujours existé. On est aujourd'hui dans des sociétés qui, bien heureusement, les tolèrent de moins en moins. Et pour le coup, il s'agissait aussi de réfléchir à ce que signifie le changement juridique des statuts des hommes et des femmes, mais aussi des parents vis-à-vis des enfants, dans une société contemporaine où ces statuts sont en train de s'égalitariser, en quelque sorte. Oui, je crois que ce qui était important, c'est effectivement que ces violences ont toujours existé, mais ce qui a profondément changé, c'est quand même la signification qu'on leur donne et le fait qu'elles sont aujourd'hui devenues quand même de moins en moins tolérables. Ce qu'on essaye de décrire aussi, avec l'apparition, par exemple, du terme de féminicide, qui succède à cette question du devoir marital de corriger. De correction. Ouais. L'histoire que vous racontez, c'est quand même une histoire de domination au pluriel, et beaucoup de domination masculine. C'est vrai. Oui. Comment le nier? C'est vrai, mais c'est l'histoire de la domination masculine, oui, et en même temps c'est aussi l'histoire de formes de résistance à cette domination, l'histoire des renégociations, des relations au sein de la famille, qui permettent aujourd'hui de plus en plus, même si évidemment le procès de Mazan nous montre qu'on n'y est pas encore, nous permet de plus en plus de désirer vivre toutes et tous dans un espace familial respectueux des positions de chacune et de chacun et bienveillant également. Moi, ce qui me frappe beaucoup, Agnès, tu diras si tu es d'accord avec moi, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que on est dans une phase un petit peu de transition encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on est dans un monde social qui accepte de moins en moins ces violences, et en même temps l'émergence croissante dans l'espace public de ces affaires qui révèlent des incestes, qui révèlent des violences jusqu'au meurtre sur sa compagne ou son ex-compagne, montre qu'on n'est pas encore dans une société qui a achevé cette transition. Oui, loin s'en faut. Qui les révèle en cascade d'ailleurs, parce que dans l'affaire Pénicaud, on se rend compte en regardant les biographies des auteurs qu'il y a également tout un chapelet de violences familiales, intrafamiliales, qui sans ça n'aurait sans doute pas été dite d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que les travaux sur l'inceste ont montré que, je pense à l'inceste parce que vous parlez de ces violences qui existent sur plusieurs générations. Les travaux sur l'inceste montrent qu'en général, effectivement, quand un inceste est découvert à une génération donnée, on en retrouve, on retrouve dans l'histoire familiale parce que l'inceste se construit aussi dans le secret, justement. Et à cause du secret, finalement, ce secret permet sa transmission, d'une certaine manière. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Après, d'un point de vue plus général, oui, c'est une histoire de domination, mais pas seulement. L'histoire qu'on raconte dans cet ouvrage, c'est aussi une histoire d'émancipation, de redéfinition des relations et d'invention aussi de nouvelles formes de vie. En tout cas, ça a quand même... Est-ce qu'il y a des époques de l'histoire où ça a autant bougé que ces dernières années? C'est difficile de répondre à cette question, surtout sur le temps long de l'histoire. Mais là, on a l'impression qu'on est sur une échelle de quelques dizaines d'années. C'est pas non plus... C'est rare que ça bouge aussi vite. C'est vrai qu'on est, en tout cas, peut-être dans une visibilité de ces nouvelles formes de vie familiale qui a sans doute jamais été aussi grande, oui, probablement. La famille à l'œil nu, c'est chez CNRS Éditions. À l'œil nu, c'est le nom de la collection. C'est Jérôme Courduriès et Agnès Martial qui signent cet ouvrage. C'est passionnant, c'est très beau. Je vous le montre comme ça, hop, vite fait. Regardez, je l'ouvre un petit peu au hasard. Mais regardez, il y a plein d'encadrés, c'est très coloré, c'est très agréable. Je dis parce que CNRS, ça peut faire peur. Dites ce que vous voulez dire. Il y a les illustrations aussi. Les illustrations. Julien Martinière, parce que cette collection en fait, repose sur la collaboration entre un ou des chercheurs et un illustrateur. Et si ce livre est aussi beau, Julien Martinière que je n'ai pas cité, et j'ai bien tort parce qu'en plus ça m'a frappé en le lisant, ça rend la lecture extrêmement vivante. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va prendre un petit cours particulier ensemble pour découvrir une grande dame qui était Églantine Jebb. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans le cours particulier, on explore des dispositifs pédagogiques originaux et on rencontre des grandes figures de la pédagogie. Aujourd'hui, Églantine Jebb, autrice de la Déclaration des droits de l'enfant. Vous nous avez parlé tout récemment de Janusz Korczak, qui était inspirateur des droits de l'enfant. Églantine Jebb, on la connaît beaucoup moins. On la connaît beaucoup moins, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Comme on a parlé la dernière fois de la Convention internationale des droits de l'enfant, j'avais envie de parler de son ancêtre et de son inspiratrice. Donc son ancêtre, c'est la Déclaration des droits de l'enfant et son inspiratrice, c'est Églantine Jebb. Églantine Jebb, quelle est son histoire ?
histoire? Alors, elle naît en 1876 à Ellesmere, en Angleterre. Elle vient d'une famille aisée. Son père est avocat. Et sa mère, elle s'occupe d'un mouvement pour promouvoir l'art et l'artisanat auprès des jeunes ruraux. Donc, Églantine, elle est déjà baignée dans un environnement d'engagement social qui la marque de service public aussi. Elle fait des études assez brillantes, Oxford. Elle va à Oxford, elle étudie au Lady Margaret Hall l'histoire et elle sort diplômée en 1878. Et là, 98, en 98, pense, ouais, 78, elle avait 2 ans voilà. quand même. C'est pas... Elle a attendu d'avoir 22 ans. Exact. Et c'est pendant 2 ans justement que Églantine enseigne. Elle est institutrice. Ouais. Mais en fait, elle se rend vite compte que c'est pas sa vocation. Donc ça lui va pas. Et elle retourne à Cambridge s'occuper de sa mère qui est malade. Et c'est l'occasion pour elle à ce moment-là de commencer son engagement social. Et donc elle va travailler auprès d'une institution qui s'appelle la Charity Organization Society. Et que fait-elle dans cette organisation? Alors en fait, c'est une organisation qui veut vraiment mettre la recherche scientifique au service des travaux humanitaires. Donc Églantine, elle va effectuer une recherche sur la pauvreté et sur les conditions de vie urbaine à Cambridge. Et elle sortira d'ailleurs son premier livre à cette occasion qui s'appelle Cambridge, une étude des questions sociales en 1906. Elle fait aussi des voyages humanitaires. Oui, elle part en 1913 dans les Balkans pour aider les premières victimes de la première guerre balkanique. Et en fait, elle est très très marquée par cette expérience sur les conditions de vie des réfugiés, sur leurs souffrances. Et ça la renforce vraiment dans sa vocation, sa volonté de s'engager socialement. Je m'attendais à ce que vous parliez de guerre mondiale, mais ça arrive juste après. En fait, elle rentre en Angleterre quand se déclenche la Première Guerre mondiale. Exactement, elle rentre en Angleterre, donc il ne se passe pas énormément de choses à ce moment-là, mais après la guerre, Églantine décide de déménager à Genève, et en 1919, elle fonde avec sa sœur Dorothy une organisation qui s'appelle Save the Children Fund. En fait, l'idée... Sauver les enfants. Sauver les enfants, et l'idée, c'est de récolter des fonds pour les enfants qui ont été victimes de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est le début d'un processus, puisque dès l'année suivante, elle contribue à la création d'une autre organisation internationale. Exactement. Alors en fait, c'est une organisation plus grande, mais qui est la même, qui est une organisation, une alliance internationale Save the Children en 1920. Et en fait, l'idée de cette organisation, c'est de coordonner les actions humanitaires à travers le monde pour les enfants. Donc par exemple, ils viennent en aide aux enfants de la crise des réfugiés en Grèce dans les années 20, ou encore pendant la famine en Russie soviétique en 1921. Et comme cette déclaration des droits de l'enfant arrive en 1924, j'imagine que c'est à peu près le moment où elle commence à y travailler. Exactement, c'est la première du nom, cette déclaration. En fait, en 1923, il y a moins besoin de reconstruction, il y a des fonds, ça va mieux, disons. Donc Églantine, elle se rend à Genève pour une réunion de son organisation avec une idée en tête, une idée plus de plaidoyer. Et là, en fait, elle veut créer une charte pour les enfants. Donc elle rédige un texte court, précis, où elle déclare les droits des enfants et elle déclare aussi le devoir de la communauté internationale de défendre ses droits. Je cite Jeb, « L'humanité doit à l'enfant le meilleur qu'elle ait à offrir ». Et si on parle de déclaration, c'est parce que le texte est adopté par la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Exactement, en 1924, cette déclaration est adoptée. Ce document, c'est vraiment l'un des premiers à reconnaître officiellement les droits des enfants. Et vous allez voir, c'est pas anodin parce que ça s'inscrit vraiment dans la continuité du travail d'Églantine. Je cite l'article 2 de cette déclaration. « L'enfant qui a faim doit être nourri, l'enfant malade doit être soigné, l'enfant arriéré doit être encouragé, l'enfant dévoyé doit être ramené, l'enfant orphelin et l'abandonné doivent être recueillis et secourus. » Merci beaucoup. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs? Il y a un héritage d'Églantine Jeb? Alors, la déclaration, évidemment, a donné lieu à la Convention internationale des droits de l'enfant, je vous le disais. Et puis, son organisation, Save the Children, eh bien, elle agit encore dans beaucoup de pays, 110 pays à travers le monde, auprès des enfants qui en ont besoin. Églantine Jeb, vous connaissiez? Question piège. Absolument pas. Et bien voilà, personne ne connaît Églantine Jeb. Et bien maintenant, vous connaissez, vous aussi, vous connaissez. Grâce à Marie, 1000 fois merci. Très belle personne, très beau parcours et très bel héritage pour tout ce travail, à la fois cette déclaration et la convention et l'association qui existe aujourd'hui encore. Marie, merci beaucoup. Donc, Jérôme, Agnès, merci beaucoup. Je le redis, La Famille chez CNRS Éditions, collection à l'œil nu avec les illustrations de... C'est Julien Martinière? C'est ça. Cette fois, je l'aurais pas raté. Livre à lire, c'est absolument passionnant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Dylan Colère et Marine Plantec à la préparation, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été